C'est ça, sans plonger là, un petit peu en plongée. 198 première. Die kleine Zipperle, verbiesen die Galipelle. Zipperle, was weinst du? Annapelle, das meinst du? Nein, 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 wer sagt das sich fein? On attend de le voir, hein. Moi je suis désolé mais j'attends de le voir pour le moment. J'ai aucune idée de quel type d'émotion, bien qu'en lisant on voit tout, et à chaque fois on est complètement surpris parce que l'émotion qui va sortir n'est pas ce qu'on imagine quand même. On voit le film mais on n'a pas l'émotion. Michel Deville a tourné au printemps 2002 à Paris et dans l'Oise son 30e long métrage, Un monde presque paisible, d'après le livre de Robert Bobert, Quoi de neuf sur la guerre, paru en 1994. Adaptée par Rosalinde Deville, cette chronique évoque la douloureuse renaissance d'une dizaine de personnages dans un atelier de confection du Sentier pendant l'été 1946. Presque tous sont juifs et ont eu à souffrir de la guerre et des camps dans leur chair ou dans leur famille. Hirondelle, pour qu'il puisse terminer la rose et le réséda. C'est presque la fin du poème, mais c'est pas la fin encore. Du reste, c'est ça. L'alouette et l'hirondelle. Adrien, tu te rappelles hier ou avant-hier, je sais plus, tu disais avant-hier, et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas. Tu pourrais me le dire en entier, ça sera encore mieux. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas. Voilà, formidable, hein, c'est mieux pour nous. Pierre. Oui. Il framboise ou mirabelle, le grillon rechantera. Petite flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla. L'alouette et l'hirondelle. La rose et le résidat. Alors, toi Aurélia, l'alouette et l'hirondelle restent en l'air comme une hirondelle. Sur votre gauche, sur Johan qui dit qu'aucun des deux ne trompe pas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle, qu'aucun des deux ne trompe pas. L'alouette et l'hirondelle. La rose et le résidat. J'ai trouvé le texte magnifique, vraiment très très émouvant. J'ai dit pas lis-le. Alors Michel il a regardé comme on fait toujours la quatrième de couverture et dit bah oui mais est-ce que c'est un film, en pensant que j'allais lui dire non parce que pas du tout. Et je lui ai dit bah si pourquoi pas. Il m'a dit un film pour moi non parce que j'ai dit bah si pourquoi pas. Et effectivement il l'a lu et il m'a dit oui si on peut. Oui, coup sur coup, c'est curieux, ces deux films là, qui coup sur coup sont deux expériences réalistes. C'est pas de la fiction, c'est des souvenirs personnels. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que j'ai voulu faire ces films. La maladie de Saxe, un médecin de campagne de la Sarthe qui raconte son expérience. C'était très touchant, très émouvant, très juste, puisqu'il racontait vraiment au jour le jour sa vie quotidienne de médecin. Et puis là, 2 ans après, ce livre de Robert Bobert, superbe, qui raconte son expérience en 1946. Il avait 15 ans, donc là aussi il racontait des choses vécues, vues, et la justesse. C'est 2 films sérieux, 2 films réalistes. Et c'est quand même du cinéma, c'est pas des documentaires, donc ça reste quand même ça devient de la fiction quand même, avec des vrais acteurs. Ça ira. Et en 40 minutes, ça ira très bien. En rapidité, je crains personne. Jacqueline, femme de Léon Friedman. Léon.
André Lambert. Charles Cranston. Monsieur Albert, bienvenue parmi nous. Maurice Abramovitz. Avant de faire quoi que ce soit comme travail, il m'a posé des questions. Quel genre? D'abord, est-ce qu'il fallait être juif pour faire ce film? Je comprends pas. Vous ne pouvez pas comprendre, Madame André, justement parce que vous n'êtes pas juif. Mais il ne faut pas vous décourager. À force d'être auprès de nous, ça viendra peut-être. Sur ce film, j'ai eu du mal à le financer parce que la question était mais pourquoi est-ce que Michel de Ville fait un film sur les juifs? Il n'est pas juif. Pourquoi est-ce qu'il veut parler de ça? S'il fallait être juif pour faire ce film, il n'y a que les Noirs qui pourraient jouer du jazz. Et comme on sait maintenant qu'il y a des très grands musiciens de jazz qui ne sont pas noirs, qui ne sont même pas américains, ça veut donc dire que tout le monde peut toucher. Simplement, je crois que même Django Reinhardt, quand il jouait de la guitare, a toujours su d'où venait cette musique. Je crois que c'est important de savoir d'où ça vient. Là, il y avait la curiosité de parler, je sais, d'une histoire, finalement d'une période de la vie historique dont on ne parle pas beaucoup, l'après-guerre immédiatement, enfin, et puis, Michel, il a le même âge que Robert Bobert, donc c'est quelque chose qu'il a vécu comme enfant et jeune adolescent, en tout cas l'après-guerre. Donc c'est possible, enfin, il y a une réalité pour lui qui n'est pas seulement de la fiction, qui est quelque chose un souvenir de son quotidien et quelque chose qui a quand même été, il a eu une enfance d'un enfant pendant la guerre. C'est un enfant catholique. Je crois que j'ai eu envie assez vite, justement, parce que j'ai été tellement touché, ému et amusé, même parce que c'est pas seulement un film, un livre triste, c'est très vivant et il y a beaucoup de sourires dans ce livre, donc j'ai essayé de les garder dans le film. Il était dur à adapter ce livre parce que c'est une chronique, c'est pas dramatique, il n'y a pas de scène vraiment, donc elle a trouvé le fil conducteur tout en respectant le côté chronique, mais quand même Et ce qui me plaît aussi, c'est que c'est un film qui ne ressemble pas à ce que j'ai déjà fait et pas trop à ce que je vois au cinéma, donc c'est ça qui me plaît aussi. Parce qu'il y a un ton très particulier dans la langue, non seulement le ton, l'émotion, mais l'écriture, le phrasé. Parce que Robert Bobert, il a dû vous le dire, a essayé de garder le yiddish, un écho de la traduction du yiddish dans le texte, dans ce que se disaient les gens, puisque ces gens parlaient yiddish, mais même s'ils parlaient plus entre eux ou s'ils parlaient en français, ils avaient quand même encore la musique de leur langue maternelle et natale. Donc j'ai essayé de le garder le plus possible. Et il semblerait que c'est resté, puisque Vincent Elbaz, qui s'est beaucoup documenté, etc., dit « Ah, mais là, j'ai même pas besoin de prendre l'accent, c'est carrément traduit. » Vous avez une carte juive bien tendre. J'ai un bon traitement pour le cœur. Sérénité, tranquillité, puis des cinémas, puis des théâtres. Ne pas entrer dans un café, ne pas sortir après 8h et rester chez soi, bien au calme. En attendant, les portes là. J'avais envie de faire quelque chose qui traite du judaïsme aussi. Mais qui soit entre la religion et le nationalisme. Je vous connais, monsieur le commissaire. Je vous reconnais. C'est vous qui avez arrêté mes parents. Au 27 rue Marcadet. Le 16 juillet 42. Mes parents et moi. Je suis, comme on dit maintenant, un immigré de la première génération, puisque je suis même pas né en France, mes parents sont nés en Pologne. On fuit la Pologne, les pogroms, etc. Sont allés en Allemagne. Et à la montée du nazisme, lorsqu'Hitler a pris le pouvoir, donc en 1933, et sont venus en France. Ce qui fait que la partie de ma famille, c'est-à-dire que mes oncles, mes tantes, les grands-parents qui sont restés en Allemagne, en Pologne, eux ont été déportés. Et il y a un personnage à un moment donné qui parle de la famille, le père, la mère, les enfants, qui dit c'est une famille complète. Ce sentiment de complétude, je l'avais par rapport à ceux dont les parents avaient été déportés, ou le père ou la mère. De l'année 45 à l'année 46, c'est important parce qu'en 45, il y a encore des gens qui rentraient. Hein. On sait que les gens, il suffit de lire par exemple la trêve de Primo Levi, il faut savoir que des gens mettaient 6 mois, 8 mois à rentrer. On leur disait vous êtes libre. Et alors qu'est-ce qu'on fait quand on pèse 35 kilos et qu'on est libre ? Et qu'on n'a que des vêtements rayés et on ne sait pas où aller.
Et donc moi je me souviens en juillet 45, dans la colonie de vacances d'Andrézy, avoir vu quelqu'un rentrer de déportation parce que son enfant était dans la colonie de vacances. Et en 46, on sait que plus personne ne rentrerait. Même si pendant des années, et ça, tous ceux dont les parents ne sont pas rentrés peuvent en témoigner, quand ils voyaient quelqu'un rentrer dans leur immeuble qu'ils ne connaissaient pas, ils se disaient, c'est peut-être mon père, c'est peut-être ma mère. Parce c'est justement ce travail de deuil qui ne s'est pas fait, a fait croire ou espérer que quelque chose allait encore se passer. On a un des personnages du film, par exemple, Charles, qui est joué par Denis Podalides. Lui a été déporté, c'est un rescapé, mais il a perdu sa mère et sa fille. Il attend encore, mais il y croit plus. Il y croit plus beaucoup, mais n'empêche, il a loué une chambre d'hôtel en face de son appartement. Il attend, il est tout le temps à sa fenêtre. Il espère qu'ils vont rentrer. Mais c'est ça qui est très beau dans l'univers de Bobert et que Michel cherche à capter. On est au tout début du deuil. On est au tout début de l'absence définitive. Et donc, la Shoah est là comme quelque chose qui ne peut pas être qui est totalement indicible, en fait. Il n'en existe encore aucune image, il n'en existe que très peu de récits, il n'en existe que des symptômes qui apparaissent notamment dans le silence dans lequel est enfermé Charles. Et ce silence recouvert par le bruit de sa machine, qui est un bruit qui lui fait du bien, parce que c'est un bruit assez fort et qui lui permet sans doute de recouvrir la plainte qui ne cesse pas en lui. Chez nous, comme chez les Juifs, le tailleur, c'est un personnage central. C'est un personnage important. Mais attention, à n'appliquer qu'en cas de disparition de tous les vrais tailleurs. Heureusement, il y a quelques survivants. Et ma méthode ne servira pas. Et comme mon fils ne sera pas tailleur, je vais la jeter. À moins que... si ça vous intéresse. Oui, ça m'intéresse. Merci. Je pense que les gens qui sortent de l'enfer, ils essaient pas de raconter, de pleurer l'enfer. Ils essaient de rire. On essaie toujours de vivre. Quelqu'un qui va s'évanouir, il essaie pas de tomber, il essaie de rester debout. Un acteur qui doit jouer l'évanouissement, il ne doit pas jouer la chute. Enfin, moi, je pense ça pour moi, en tout cas. Je dis pas que c'est une règle absolue, mais en tout cas, moi, quand je joue quelqu'un qui s'évanouit, j'essaie de jouer quelqu'un qui essaie de rester debout, pas qui cherche à tomber. Et c'est pareil pour ces gens-là, c'est quand ils sortent, ils essaient pas de montrer qu'ils souffrent, ils essayent de retrouver un bonheur. Ils essaient de retrouver... Et c'est ça, l'histoire. Là, ça se passe en colonie de vacances, dans le film de Deville. Les enfants regroupés en 46, normalement, ils avaient déjà vécu plus d'1 an dans une maison d'enfants. Et comme ils n'avaient pas où aller en vacances ailleurs quand ils connaissaient des vacances avec les autres, ils s'étaient regroupés. Alors qu'est-ce qu'on fait quand le courrier arrive? Il y a ceux qui en donnent le courrier, et puis il y a ceux qui on ne donne jamais de courrier. Aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû écrire du courrier aux enfants qui étaient sur place, simplement pour pouvoir les nommer, dire « Toi, tu as reçu une lettre ». Et même si c'est la lettre du moniteur qui a l'importance. Et je me souviens d'une éducatrice, qui est une bonne éducatrice, qui avait travaillé avec Korczak, qui disait « Ce qui est important, c'est d'appeler les enfants par leur nom très très vite, de connaître tous les enfants ». Betty n'est pas contente quand vous lui écrivez sur des lettres que vous m'envoyez. Elle veut une lettre pour elle avec une enveloppe à son nom. Ils sont exigeants, nos enfants. C'est bien. Ça raconte un film après la guerre. Et les enfants, les enfants qui ont survécu à la guerre des Allemands. Et puis ils sont venus en colonie. Ils ont survécu, ils sont venus en colonie pour pouvoir faire le film. Lui, le pape, et ça, est vu par lui, donc vous deux, gros, voilà.
ça sera là. Il y en a là, il est en train de voir. C'est la plus belle réplique, enfin la plus significative pour moi, donc c'est la partie. D'accord. Donc il est là. C'est très intuitif, ce qu'on appelle la mise en scène. Il y a la mise en place, dans la mise en scène, les parcours, la chorégraphie des trajets, des places. Il faut décider que un tel sera là, voilà, ça sera sa table dans ce coin-là, les autres, comment ils se déplacent de l'un vers l'autre. Ça, c'est la petite chorégraphie des films. Et puis il y a l'atmosphère, les silences, les regards, c'est venu un peu de là. Les regards sont importants, en ce sens que quand on est 7 ou 8 dans un atelier, il y en a toujours un qui regarde les autres à un moment donné, pendant son travail, même pendant... Et j'ai adopté ces points de vue. La plupart des moments, des scènes de cet atelier sont vus par l'un ou l'autre des personnages de l'atelier. Et j'aime bien ce principe. Là, je l'ai perfectionné et presque un peu formalisé. Enfin, c'est-à-dire que c'est toujours, ça donne plus d'intérêt si on sait que tel petit bout de scène est vu, n'est pas objectif, mais n'est pas vu par la caméra objective, mais par l'un ou l'autre. Ça donne un surcroît de petit intérêt. Par exemple, je ne sais pas quel exemple vous donner, si à un moment, puisque le patron de cet atelier est marié, Simon Carian marié à Zabou, à un moment, Zabou l'entraîne dans la pièce d'à côté, les portes restent ouvertes parce qu'elle veut lui dire une petite chose un peu personnelle. Eh bien, ce bout de scène est vu par une femme qui n'est pas mariée, qui est Julie Gaillet, et on montre bien que c'est elle qui regarde la scène. Ça donne de l'intérêt parce qu'elle est elle est nostalgique, elle aimerait bien se marier. Donc de voir le couple, ça lui fait plaisir de voir que ce couple s'entend bien et en même temps, elle aimerait être à la place de la femme, sûrement à un moment. Donc la scène est intéressante en elle-même, mais intéressante parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est intéressé à la regarder. Qui est comme un hôpital en fait. D'ailleurs, je trouve quelquefois la lumière me fait penser à ça. J'ai l'impression que ce sont des personnages qui sont au-delà de tout traumatisme, et donc c'est même pas un hôpital qui peut les accueillir. Pour qu'ils puissent retrouver un semblant de sens à la vie, il faut qu'ils soient dans un lieu de travail. Et je pense que comme ça, les ateliers de couture, des lieux où on avait une place assignée, la table de couture, dans un lieu assigné avec un travail précis à faire, aussi précis, méticuleux et subtil que celui d'un tissu que l'on doit coudre. Je pense que ce devait être un lieu de convalescence, enfin, si on peut appeler ça comme ça, particulièrement précieux. C'est le personnage que j'incarne, qui est celui de Jacqueline, qui est aussi vraiment qui est un personnage comme ça, qui est plein de vie, qui est pas dans la tristesse, ou en tout cas une tristesse bien dissimulée, bien au fond d'elle, et qui a décidé, je pense qu'il décide de faire le pas, en tout cas d'essayer de revivre, de revivre une vie normale, en remballant toutes les affaires de sa maman, en les donnant, et pas comme si elle voulait plus en entendre parler, mais bon, voilà, elle sait qu'elle va plus revenir des camps, et voilà, elle porte une vie en elle, elle a une seconde vie qui est là, son petit bout de chou de 5 ans, un mari qu'elle adore. C'est un peu l'ambiance de cet atelier où chacun, en fin de compte, essaye de s'y retrouver par rapport à un drame vécu et essayer de revivre dans cette douleur quelque chose de normal, entre guillemets. Et donc Léon, en fait, il est acteur de théâtre yiddish, mais au chômage. Donc il travaille à l'atelier, dans un atelier de confection comme repasseur. Et en même temps, il a un passé de résistant communiste. Et c'est un amoureux de Trotsky. Et il supporte pas son voisin parce que son voisin a appelé son chien Léon, comme Léon Trotsky. Et ça l'énerve. Peut-être parce que c'est Madame André, mais moi je l'ai vue toujours plus vieille que moi. Et aussi parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle a cette chose qu'ont les femmes qui ont maintenant de nos jours plutôt 40 ans. Quand on n'a pas d'enfant et qu'on arrive à 40 ans, une espèce de chose de solitude et en même temps de poids. On en veut tellement trop que c'est toute cette sensibilité. Et je pense qu'à l'époque, déjà à 30 ans, on pouvait ressentir ça. Et donc j'ai 30 ans, mais j'essaye par rapport à aujourd'hui de nos jours, à me dire que j'ai 40 ans. Je pose ma voix plus, et elle a cette grande mélancolie, un truc, elle est poreuse au moindre... Ça c'est Rosalinde qui me le disait,
poreuse aux émotions des autres. Dès que quelqu'un... Elle est au premier degré. Je pense que c'est vraiment... elle comprend pas l'humour juif. C'est-à-dire qu'il recherchait un jeune homme, parce qu'en fait Joseph c'est le plus jeune de l'atelier. Et je pense que ce qu'il a vu dans le film de François Ozon, ça l'a touché, de par l'innocence, cette fragilité, et puis peut-être cette envie, ce désir de combattre coûte que coûte pour quelque chose d'utopique, mais de sincère. Je suis un schlemazel. C'est quoi un schlemazel? Suppose que je renverse les épingles sur la table, je suis simplement un maladroit. Mais suppose que les épingles tombent entre les lattes du plancher, c'est le cas. Que je me pique. Ah bah voilà, très bien, celle-là et l'autre, hein, bravo. David, je te présente Joseph. Il est schlemazel à l'atelier de mon père. Ça veut dire pire que maladroit. Joseph, je te présente David. La seule chose que je crois importante pour faire cette partie-là, ce personnage-là, c'était d'être heureux d'être là. Il est heureux de travailler, il rit aux blagues, voilà. Et ce qui est aussi plus triste, c'est qu'il est complètement... Enfin, je suis désarmé, impuissant, aucune violence, quoi. Il n'y a pas un regard de violence et de quelque chose qui pourrait ressembler à de l'agressivité. Je sais pas si c'est une histoire d'amour, je crois pas. D'ailleurs, elle le dit, Simone. Ils se font du bien. Parce que finalement, dans ce contexte-là d'après-guerre, on vient de sortir d'une période assez difficile et beaucoup de gens ont souffert et tout se reconstruit. Et puis le principal, c'est de se faire du bien, c'est de continuer à vivre. Et puis tant qu'il y a de la vie, il y a de l'appétit. Ou tant qu'il y a de l'appétit, il y a de la vie, je sais pas. Quelque chose comme ça. C'est un personnage qui est très humain, qui va de l'avant, malgré les souffrances. Tu bandais dans le soir. Bah ouais, tu bandais. Tu veux pas en parler? Je crois que c'est quelqu'un qui a changé. Avant et après la guerre. C'est-à-dire que... Et je crois que toutes les personnes qui sont présentes là ont des apparences qui trompent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'ils étaient avant la guerre, et on sait ce qu'ils sont devenus. Donc c'est des gens qui sont transformés. Entre autres, Albert, c'est quelqu'un qui est transformé. Parce que ce genre de cataclysme ne peut pas laisser intacts les gens, surtout les premiers concernés qui étaient les Juifs. Donc lui, il est resté caché. C'est quelqu'un qui vit dans une chambre pendant 4 ans, 3 ans, 4 ans, à faire des costumes qu'on lui amène, à retailler des manteaux, des costumes, puisqu'il n'y a plus de tissu, donc il recoupe, il retaille des choses. Ses enfants sont loin, sa femme est loin, il se retrouve, après la guerre. Qui il est? Moi je dirais qu'il essaye d'être. Qui il essaye d'être? Qui il essaye de redevenir? Comment il essaye de renaître? Comment il essaie de recréer un paradis qui a été perdu. Elle a du mal à repartir, c'est l'histoire des gens qui redémarrent, quoi. Et elle a du mal à redémarrer comme c'était, parce que c'est plus pareil. Et c'est un peu comme si on reprenait les choses là où on les avait laissées, et elles ont changé. Les événements sont plus les mêmes, les rapports humains sont plus les mêmes. Elle a du mal à retrouver les rapports qu'elle avait avec son mari, Albert, avant. Il y a eu une frustration très longue. Ils ont été séparés longtemps. Et l'amour se décale. Elle ne sait pas bien où il est. Elle le cherche. Elle ne sait pas bien où le trouver. Elle a la sensation de plus être une femme, mais de n'être plus qu'une mère. Et la femme de. Qu'est-ce qu'il faut faire? La femme de, oui, mariée à, et pas une femme, quoi. Et elle a envie qu'on la trouve belle. Elle a envie de désir, d'être désirée. Pas forcément par un amour illégitime, mais par quelque chose qui ne ressemble pas à un couple formé et de droit. Oui, ce qui est beau, c'est qu'en fait, il y est sensible à elle depuis toujours.
On sent que c'est une femme qui le touche, qui le plaît, mais comme il dit, il n'a pas quitté sa femme ne l'a pas quitté, ils ont été séparés, il a vécu 10 ans avec sa femme, et il n'est que dans le souvenir. Il est dans le prolongement de cette vie et il ne peut pas sortir de ça. Et donc il ne peut pas accéder, parce que la demande de Léa est très forte, c'est une demande physique. C'est ça qui est très très beau et très difficile dans la scène, très délicat, c'est que Léa va jusqu'à vraiment l'expression pure et de son désir. Il y a de la chance, il y a quand même des plans chaque fois sur les petits garçons. Qui sont bien mis. Je viens. Est-ce que c'est ton chouchou, Simon? Arrête de m'embarrasser. Là, c'est le premier sur ma route. Ça pourrait être mal. Non, mais j'ai dit que c'était ton chouchou. Non, moi, et c'était le chouchou du professeur. T'es content? C'est vrai? Et un jour, tu as giflé le petit de toutes tes forces, ou sans aucune raison, est avant ou après, Anne? Et un jour... Sans aucune raison. Et un jour, tu as giflé le petit de toutes tes forces. Tu l'as giflé. Ben non, mais si, parce que ça, c'était insupportable, et un jour... Tu me regardes, s'il te plaît. Là, j'ai besoin de ton regard, parce que ça, voilà, et je retrouve Albert là, il fait son petit truc. Voilà, très bien. Alors là, tu grossis. Bien dîné, mais tu restes là, et je coupe là. Un instant, un regard, il y a un silence, et tu restes. Et là. Avec le chapeau, ça peut presque passer. Si je mets le chapeau, Si on voit ça, attends, si on voit ça, l'image, je crois que ça va se voir. Non. Ça se voit pas, Michel. Oh, Michel, non. Non, mais les gens sont dans l'émotion, ils verront pas. Non, On fait comme ça. On fait passer des choses. Moi, je fais passer des choses énormes avec films comme ça. De Paris. Personne. Rachel, Vincent, c'est bon? Ok. Non, c'est bon pour toi? Oui, c'est toujours bon pour ça. Joanne, tu bloques partout et Michel, c'est quand tu veux. Allez. 244 arts secondes. Oui. Charles est parti? Oui. Une fois, Charles m'a raconté une histoire que tu lui avais racontée. Tu étais très amie avec un garçon de ton âge qui avait un petit frère qui martyrisait. Tu t'en souviens? Oui, c'est fou ce qu'il faisait endurer à ce petit. C'était insupportable. Et un jour, de toutes tes forces, t'as giflé le petit, sans aucune raison. Oui, c'est ça, le petit. Ça paraît très injuste. Alors l'aîné, très choqué, très en colère, t'as giflé à son tour. Et t'as plus jamais adressé la parole. Je ne les ai plus revus. Si, tu les as revus à Paris juste avant la guerre, associés, inséparables. Ils ont été arrêtés le même jour et déportés dans le même convoi. Je ne t'ai jamais frappé, ma petite Léa. Non. Et Charles non plus ne t'a pas frappé. Et je n'ai pas besoin de frapper Charles pour qu'on sente qu'on est inséparables, toi et moi. Et alors viens. On va dîner. Oui, c'est une très belle scène parce qu'elle vient, quand Charles s'en va, Albert rentre, enfin, ils se croisent presque, ils ne se voient pas, et Albert, Simon Abkarian, comprend beaucoup de choses, et ça se passe bien, et c'est une belle... Oh, je suis très content de cette scène, la façon dont tous les trois m'ont joué ça, vous verrez, ils sont étonnants, et j'ai revu le film il n'y a pas longtemps, en entier, pour la première fois, et
voilà, je ne vais pas vous dire ma réaction, mais j'étais très, très ému. C'est quand même un art vivant, c'est un art fait de... C'est un artisanat avec 25 personnes qui travaillent à un film. Donc toutes ces personnes, les acteurs, les techniciens, etc., c'est une espèce de magie ou de miracle, mais le film sera le travail de tout le monde. Donc comment répondre, pas du tout en qualité, mais du résultat de la vision des autres. Parce que chacun essaie d'avoir la vision du metteur en scène, mais néanmoins chacun a sa vision. Donc un film, c'est une espèce de puzzle comme ça, miraculeux ou pas, du travail d'une équipe. C'est une réalité, ça. Et je crois que le plaisir de Michel, c'est d'avoir très bien défini sa partie à lui pour que les autres... D'abord pour que lui soit disponible justement aux propositions des autres. Le cas de Michel est absolument unique. Absolument unique, absolument. Oui, moi, ce qui me plaît chez lui, c'est que je retrouve ce qui autrefois m'attirait dans le cinéma, c'était le fait que l'on puisse construire de l'émotion et de la fiction avec des artifices vraiment très sophistiqués. Le fait de découper une action, le fait de découper un geste, le fait de resserrer un mouvement ou de le laisser large, je trouve ça très fascinant. Et je n'aime pas le cinéma qui croit au miracle permanent, c'est-à-dire qu'on écrit un petit feuillet, un petit prétexte à histoire, et puis de toute façon la magie va opérer, et on est tellement génial naturellement que ça marchera. Moi je ne crois pas du tout à ça, ça peut arriver bien sûr, mais ce que j'aime c'est ici chez Michel, c'est cette fabrication de l'émotion. C'est la précision de l'horloger, vraiment. Le scénario, d'abord, mon premier document, le travail, quand je débute un film, c'est évidemment sur un scénario. Un scénario, c'est découpé en séquences, théoriquement. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il est découpé de façon beaucoup plus précise, puisqu'il est découpé déjà en plans. Rien qu'à l'écriture, Michel a déjà découpé ses plans. Là, ça a été un des films les plus difficiles que j'ai fait. Ça a été un des films les plus difficiles, avec l'angoisse perpétuelle de savoir si les tout raccordent, mais avec des joies. C'est sûr, quand on voit des projections, c'est satisfaisant, quoi. Et ça donne envie d'en faire un autre, quoi. C'est pas un film difficile, c'est un film délicat, je dirais. Que la difficulté dans ce cas de figure, c'est de trouver le ton juste. Parce que des films de cette époque-là, on en a vu plein. Il y en aura encore plein d'autres. Mais c'est un peu comme le scénario, c'est tellement sensible, c'est tellement des silences, des résonances, qu'il fallait, enfin je sais pas si c'est fait, mais le but pour moi c'était d'arriver à servir ça, justement. Donc c'est vraiment extrêmement préparé et aussi qu'il ne se couvre pas pour le montage. Ça veut dire qu'en fait, dans la plupart des cas, les réalisateurs ils tournent quelque chose qu'on appelle chant contre chant. Ça veut dire qu'il y a un dialogue assez long et il prend un acteur qui dit toutes ses répliques et après l'autre acteur qui dit ses répliques et après on monte tac, 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 tac. Bon, Michel, il ne se couvre jamais. Il a juste le début ou les fins de phrases de contre-chant, mais sinon c'est extrêmement préparé, minuté, il n'y a jamais de hasard et jamais une valeur de plan ne se répète pas dans son système, ce qui est extrêmement original et exceptionnel en fait au cinéma français en tout cas. Cette vision absolue du film qu'il va faire, qu'il a rêvé, parce que dans les autres cinéastes que je peux aimer, en général, ils vont un peu à la pêche sur le tournage, il y a une sorte de happening, et puis on ramasse des choses, on fait vivre des choses aux gens, et tout ça est un peu inespéré, et on retravaille avec, et c'est scandaleusement vivant, et ça fait tous les chefs-d'œuvre qu'on aime, et tout ça. Chez Deville, c'est déjà inclus avant, prédigéré avant, et ça c'est complètement touchant et fascinant de voir un type qui est capable de rêver son film plan par plan. Toutes les images sont... C'est pour ça que quand il tourne, c'est que l'exécution de son rêve absolument, puisqu'il gagne du temps. La plupart du temps, tout le monde le sait, il va faire un film qui se tourne un peu plus vite que ce qu'il a prévu, parce que s'il n'y a pas eu d'accident, tout est anticipé. D'après la lecture que j'avais faite, sur ce film particulièrement, où il y avait un peu une espèce d'enfermement, c'est une espèce de petite chronique et de gens qui
qui sortent un peu à la lumière en fait. Donc l'idée c'était au départ d'avoir des décors intérieurs qui soient un peu denses, un peu sombres, que juste seuls les comédiens apparaissent, soient un peu mis en exergue, pour après arriver sur la fin du film, la colonie, l'été, le soleil, la lumière, et puis enfin un petit peu de... un avenir, oser penser à l'avenir en fait, oser envisager l'avenir. Donc là l'idée c'était de traiter ça d'une façon un peu plus colorée. Et bon, d'entrée, ça, c'est quelque chose qui a fonctionné avec Michel et Rosalinde aussi, parce qu'en fait c'est un peu bicéphale comme mise en scène, c'est-à-dire que Michel est beaucoup plus proche de ses acteurs, de la mise en scène. Et Rosalinde est plus sensible à l'esthétique, d'autant plus que c'était elle qui a adapté le roman de Maubert. Donc c'est un film qui lui tient aussi également à cœur. Alors j'ai pas le sentiment d'avoir affaire à un seul et unique metteur en scène qui ait une vraie vision, qui est la vision globale du film, mais a plutôt un espèce de binôme où chacun a un peu son domaine de prédilection. Pour en revenir à Rosalinde, en tout cas, maintenant pour moi ils sont indissociables, et puis surtout j'ai un vrai regard tendre, enfin, de femme aussi. En même temps, quand j'avais besoin de conseils pour la coiffure, j'allais voir Rosalinde, on en a parlé, pour les costumes, pour des idées, pour plein de choses. Si jamais je me sens un peu fragile sur une scène et que la scène est finie, Michel est très très content, et que moi je vais voir Rosalinde, je demande comment t'as trouvé. Et là j'ai un autre dialogue et c'est assez génial. Et elle m'a dit des choses magnifiques qui moi m'ont fait grandir dans ma vie d'actrice. C'est complètement deux pouvoirs séparés qui n'interfèrent pas. C'est curieux ça, ils ont vraiment réussi à avoir leur marque. Parce que c'est très très dangereux, on pourrait voir Rosalinde commencer à avoir quelque autorité devant Michel et que ça désemparerait la tribu. Et ça n'arrive jamais. C'est très curieux comment ils arrivent à séparer les rôles. On arrive à jouer sa musique parce qu'il l'impose d'une manière douce, évidente, et c'est très agréable. J'aime beaucoup ce monsieur. Oui. Viens m'embrasser. Comme il fait les choses différentes chaque fois, de toute façon, c'est bien. On l'a refait une fois. Attends, je vais parler à Oscar. Ouais. Bon, alors, il faut essayer. Hein. Oui. Va voir maman, voilà. Coupe, je regarde. Ça c'est bien qu'il se gratte. C'est bien. Allez, celle-là, on la tire aussi, bien sûr. Eh ben, on va déjeuner. Bravo. Je pensais que c'était quelqu'un d'extrêmement travaillé, torturé par une certaine perversité, parce que j'avais en tête Péril dans la demeure. J'avais vu un autre film qui m'avait paru très très étrange, mais que j'avais vu très jeune. Je crois que c'était à cause d'une femme. C'est la seule personne dont on peut lire un scénario, n'importe qui peut lire un scénario et voir le film, parce que c'est très 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 écrit, c'est un roman. C'est-à-dire que tout va être raconté. On dit pervers, mais pervers, je ne pense pas que ça soit de la perversité, de raconter dès le scénario, par exemple, que quand la voiture s'arrête, quelques jeunes filles traversent les clous, un petit peu de vent soulève la jupe de la troisième dont on voit légèrement la culotte. C'est écrit. Tout est envisagé au départ. C'est absolument incroyable. Quand on lit le scénario, on pourrait prendre les photogrammes et faire l'affiche.
C'était moi, tu me regardes, ah, c'était moi. Oui, c'était moi dans le bois. Ah, 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 ah. Tu es content, ah, c'était moi. Il faut être précis au départ, oui. En arrivant sur le plateau, je sais exactement ce que je vais faire, mais à partir de là, je sais aussi que je ne vais pas m'enfermer dans ces précisions. Je sais que j'ai mon cadre, j'ai mon schéma, et maintenant j'arrive et j'ai mes comédiens. J'ai mes comédiens qui vivent, qui sont vivants, qui tout d'un coup ont envie pas de sortir du cadre, mais de se promener dans le cadre quelquefois. Et non seulement je le tolère, mais je le revendique et j'essaie de provoquer même ces petites choses qui sont la vie, justement. J'essaie d'être instinctive, j'essaie d'être à l'écoute et de ne pas trop... Autant dans la vie, je peux me poser trop de questions, autant quand je suis sur un plateau, ce qui est plutôt agréable, c'est justement de ne pas du tout s'en poser, de se laisser faire. Donc d'être à l'écoute et puis de prendre plaisir à raconter une histoire et à donner vie à un personnage que le metteur en scène à imaginer, fantasmer, et s'il vous a choisi, c'est parce que vous correspondez, ou vous avez quelque chose en vous qui correspond à ce qu'il a envie de donner à ce personnage-là. C'est pour ça, par exemple, que je fais le moins de prises possible, parce que dans les premières prises, il se passe des choses qui peuvent être inattendues, justement. Étant donné que je n'ai pas fait auparavant répéter les comédiens les uns avec les autres avant le tournage, comme certains le font avec leurs comédiens. En Amérique, il y a 1 mois, 2 mois de répétition, lecture, tout ça. Moi, je le fais pas. Je le fais seul à seul avec mes comédiens. Je les rencontre tous, on parle autant qu'il le faut, mais ils ne se rencontrent pas. Ce qui fait que dans les premières prises, il peut y avoir une petite incertitude, une petite part de... Et c'est ça que j'essaie justement de capter, parce que c'est intéressant. Alors après, on fait des prises, si on fait 40 prises ou 7 ou 8 prises, ça se mécanise un peu. C'est-à-dire qu'on sait ce qui va se passer, l'autre sait... Alors on peut, comme c'est des bons comédiens, ils peuvent s'améliorer aussi, mais on peut perdre cette fraîcheur justement des prises. Quand je dis la première prise, même la répétition, je dis quand on est prêt à faire le plan dans son ensemble, la technique est prête, tout ça. Je dis on fait une dernière répétition dans la film, et quelquefois ça peut être la bonne, justement, parce qu'elle est encore... fragile. Il a un tempo, un rythme où il a la perception que ça devrait être plus court ou plus long. Pas seulement de l'émotion, de la scène, de ce qui se passe, de ce qui se dit, où ça c'est très précis, c'est génial, parce qu'on peut tout lui poser comme question, tout lui demander, il y a toujours une réponse. Mais en plus de ça, il va me dire la même chose, mais tu accélères tout. Et alors là, ça devient... Et là, c'est vraiment magique. Ce qui m'a touché déjà, c'est que c'est pas du tout une histoire pathétique, misérabiliste. C'est pas une histoire non plus qui a une morale fermée, close. C'est une histoire qui est emplie d'amour, encore une fois, et qui est emplie de foi. Michel Deville est vraiment un homme à part. Là, il y a vraiment... c'est vraiment un homme à part, et je le rapprocherais plus, même si c'est pas sa génération, de Bresson. Parce que c'est plutôt ça que je ressens. Et par rapport au côté un peu familial et artisanal qu'a pu avoir Rosalinde, et le fait qu'on tourne dans ce lieu, qui est en même temps le montage, tout ça, ça me rappelle Agnès Varda. Parce que la simplicité, parce qu'on tourne, il n'y a pas ce côté, l'industrie, on se la joue, il y a quelque chose de... Oui. 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 J'aime bien la façon dont il vous dit oui pour partir là. Oui. Mais c'est ça, c'est la bienveillance. C'est ça. C'est la bienveillance, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il admet que ça sera oui, il admet que ça sera bien. Et donc ça, il n'y a rien de plus confortable et rassurant pour un comédien que d'admettre, que de sentir que le metteur en scène admet que de toute façon vous allez le faire. C'est la première grande qualité, je dirais, la bienveillance. Oui. Tu peux te permettre? Qu'est-ce que c'est que cette manière? Tu peux tout te permettre. Qu'est-ce que c'est que cette manière?
354, première. Oui. « 354 secondes. Oui. Bonjour. Mais ça va pas. C'est pas parce que t'as de l'argent que tu peux tout te permettre. Je sais que c'est une manière. Je trouve très juste quand il dit c'est pas un film d'époque, on n'est pas sur une reconstitution exacte, au contraire, c'est très moderne. Moi je l'ai lu, ça pourrait se passer aujourd'hui dans n'importe quel pays où il y a eu la guerre, Tchétchénie, Yougoslavie, où c'est vraiment qu'est-ce qui se passe quoi après Nous sommes en 2000, combien 2002 donc c'est loin 46 déjà, donc il faut... On est tous de maintenant, donc c'est un cinéma qui n'est pas... Le film n'aurait pas été filmé de cette façon-là, c'est évident. En 46, on l'avait fait à chaud. Mais peut-être que c'est très juste maintenant aussi d'une autre façon. Enfin, on a un regard qui peut être objectif aussi. Et puis j'ai des acteurs qui ont tous leur personnalité, qui m'ont amené des choses qui n'étaient pas... qui vont étonner Robert Bebert quand il verra le film aussi. Il les voyait sûrement pas comme ça, tous ces personnages qui ont existé. Enfin, il les connaît très bien, contrairement à Martin Winkler qui ne connaissait pas ces personnages, parce qu'il dit j'ai pris un peu à droite, à gauche, j'ai confectionné, et il me dit qu'il les avait découverts en voyant le film. Là, ça va être différent. Là, il les connaissait tous, Monsieur Albert, le patron, tout ça, il les connaît. Mais maintenant, c'est Monsieur Albert, c'est Simon Abkarian, c'est lui, et je pense qu'il va très vite l'admettre. Depuis toujours, avant même de faire du cinéma, j'ai fait des photos. Quand j'étais enfant, déjà, j'avais un petit appareil. Oui, regarder, cadrer, ça m'a toujours fasciné. Un peu comme le personnage de Raphaël dans le film qui s'amuse, qui découvre la photo aussi. Au départ, si j'ai voulu faire du cinéma, c'est pour avoir mon œil derrière le viseur, être cadreur. Puis petit à petit, je suis devenu metteur en scène, mais avant tout c'était ça, cadrer, regarder la vie dans un viseur. J'ai réveillé mon chéri. Allez, viens m'embrasser. Voilà. C'est toi qui as rangé Simon. J'aurai une installation. Un grand sourire. Très bien. Ma vie jusqu'à présent était de faire du cinéma, donc je fais du cinéma effectivement tout le temps. Quand j'écoute un morceau de musique, c'est en me disant est-ce que c'est une musique de film possible, je note, etc. J'achète le disque, le CD si je sens que ça peut être une musique de film. Quand je vois des acteurs au théâtre, au cinéma, je les note parce que ça peut être mes acteurs futurs. Tout se ramène au cinéma. Je lis un livre. Rosalind lit beaucoup plus que moi et elle lit avant moi les livres. Je lui demande la première question, est-ce que c'est un film? Elle me dit non quelquefois, mais lis-le parce qu'on ne sait jamais. Et quelquefois, effectivement, c'est devenu un film. Tout se ramène au cinéma, donc c'est pour ça que c'est épuisant aussi, parce que quand je fais un voyage, c'est un voyage en général ou pour présenter un film à l'étranger, ou pour faire des repérages, ou pour encore le cinéma. Ça continue tout le temps. C'est une obsession, mais une obsession très, 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 très agréable et très, très plaisante, parce que elle est continuellement renouvelée, c'est jamais la même. Je pense pas qu'un film c'est mieux que la vie, mais je pense que le fait de faire un film c'est la vie. Je pense qu'une équipe de film c'est la vie, que l'engagement des gens dans ce métier c'est la vie, que le sujet, particulièrement celui-là, avec tout le vécu de Robert Bebert, c'est la vie. Alors bien sûr, si j'avais moi fait le film aurait été différent. Je ne veux pas dire mieux, hein, différent. Et un autre aurait fait un film, le film aurait été aussi différent. Mais pour qu'un film soit bon, il faut que ce soit le film de celui qui fait le film. Et un film sous contrôle ne peut pas être un bon film. Je suis très énervé, Sarah. Je suis énervé depuis le début. Parce que dès que je vous ai vu arriver avec l'étoile, je savais que j'allais en acheter une. Et dès que je les ai vus, j'ai su que j'allais acheter celle-ci. Et vous êtes convaincu de m'avoir convaincu. C'est très énervant. J'ai joué ton numéro à la loterie. J'ai perdu. Je t'aime bien, je croyais que ça me porterait bonheur. Tu t'en vas? Mais dis-moi quelque chose.
tous ces gens ont toujours leur moment de grâce, quoi. Ils ont toujours comme dans un orchestre, ils ont chacun leur solo. Et ça, c'est très joli. Il y a un côté musical dans ce film. Vous ne m'aimez pas, vous ne nous aimez pas, monsieur le commissaire. Mais je suis vivant. J'écrirai. En français. Je vais devenir écrivain. Je suis revenu pour vous le dire. Vous dire merci, monsieur le commissaire.